Un podcast ici. J'étais contente que l'agresseur arrive dans notre vie, parce que si ça faisait le bonheur de ma mère, c'était ok quoi. Elle lui dit, cette fois-ci, je te quitte, tu me rends les clés de chez moi, et c'est terminé. Et là, la première réaction de l'individu, c'est clé ou pas clé, j'arriverai à pénétrer chez toi. Et c'est là que les semaines d'enfer ont commencé, vraiment. Au démarrage, il y a un peu cette hésitation de je veux discuter, et en même temps, il faut l'enlever, il faut lui faire peur, jusqu'à un moment donné où c'est irrémédiable. Elle a été tuée par arme blanche, puis en fait égorgée. Et tout ça, on l'apprend par la presse comme tout le monde, quoi. Le 27 mai 2019, un appel à police secours signale des coups de feu et l'enlèvement d'une femme dans le parking d'un immeuble à Lille. Cette femme, c'est Nathalie Debailly. Quelques heures plus tard, les policiers découvrent son corps dans un appartement près de Lille. Très vite, les soupçons se portent sur son ex-compagnon, Jérôme Tonneau. Je m'appelle Pascal Thiebold, je suis journaliste à Ici Nord. À cette époque, je présente les journaux du matin. Ce fait divers commence comme tant d'autres dans notre région. Une victime, un coupable rapidement identifié, et pourtant, ce n'est pas une affaire comme les autres. Je m'en rends compte au fil des jours et des nouveaux éléments qui nous sont apportés. Ce n'est pas le premier cas de féminicide dont je me fais l'écho à l'antenne. Cette année-là, en 2019, 146 femmes sont mortes en France, victimes de leurs compagnons ou ex-compagnons. Mais l'histoire de Nathalie Debailly raconte aussi les failles de la société. Crimes et témoignages, des histoires vraies de faits divers. L'affaire Nathalie Debailly, tuée malgré des appels au secours. C'est ainsi que débute l'affaire Nathalie Debailly. Sur Ici Nord, je diffuse les premières informations dont on dispose. Il n'est pas encore 9h quand une femme de 47 ans, employée de banque dans le centre de Lille, arrive à son travail. Comme tous les jours, elle gare sa voiture dans un parking souterrain à proximité et c'est là qu'elle se fait agresser. Un homme, son ex-compagnon, la force à embarquer dans son utilitaire. Nathalie Debailly, cadre dans une banque, est neutralisée d'un coup de taser. Elle est bâillonnée, ligotée, son téléphone éteint pour ne pas retrouver sa trace. Très vite, la police soupçonne Jérôme Tonneau grâce au signalement du véhicule. J'étais toute seule chez moi. J'allais chercher une amie qui venait passer quelques jours. Florine est la fille de Nathalie Debailly. Elle a 19 ans à l'époque. C'est la première fois qu'elle parle publiquement. C'est des policiers qui viennent frapper à la porte et qui me demandent si j'ai vu ma maman ou Tonneau. Je leur dis que non. Je leur demande pourquoi. Ils me disent non, vous inquiétez pas, juste soyez prudente. Donc je trouve ça bizarre, j'essaye d'appeler maman et je tombe sur sa messagerie, donc je lui envoie un message et je me dis c'est bizarre quand même que son téléphone soit éteint alors qu'il est que 10h du matin. Il faut que je passe au travail, il y a un truc bizarre par rapport à maman. Et là je vais à l'accueil, je demande ma maman elle est où ? Et en fait on me répond pas. Donc j'attends qu'une collègue vienne me chercher et dans l'ascenseur elle me dit en fait il y a eu un problème, ta maman elle est pas là. Je dis elle est pas là mais elle est où, vous l'avez vue ? Elle me dit sa voiture elle est en bas mais on l'a pas vue. Donc je comprends que c'est Tonneau qui a fait quelque chose. Immédiatement vous faites le lien. Oui. Et donc on a tous peur. De leur côté, les enquêteurs exploitent les images de vidéosurveillance du parking et identifient la victime. À 10h30, 2 heures après l'enlèvement, une patrouille se rend au domicile de Jérôme Tonneau, à la Madeleine, en périphérie de Lille. Les agents sonnent à la porte, pas de réponse. Ils quittent les lieux, il leur faut en effet une autorisation de la justice pour entrer. Peu avant midi, ça y est, elle donne son feu vert. Les policiers découvrent le corps de Nathalie Debailly dans la salle de bain. Elle est morte des suites d'une blessure profonde à la gorge. Il n'y a plus personne sur place. Jérôme Tonneau est introuvable. On pense qu'il est parti, qu'il a changé de pays. Il avait des attaches à l'île Maurice, il en parlait beaucoup. Il disait déjà à ses amis qu'il allait bientôt partir à l'île Maurice. Donc on se dit qu'en fait, il ne sera jamais retrouvé et qu'on ne saura jamais finalement ce qui s'est passé. Et là, j'envoie un message à Manu. Manu, c'est Emmanuel Dobréa, un ami de Jérôme Tonneau. Florine, qui vit en couple encore chez sa mère, a l'habitude de voir Dobréa à la maison. Il vient régulièrement donner des coups de main. Elle le considère d'ailleurs aussi comme un ami.
Mais elle apprend rapidement par la police que ce matin-là, il a été vu avec Jérôme Tonneau. Manu est interpellé le lendemain du meurtre. Il avoue l'enlèvement, mais la dernière fois qu'il a vu Nathalie, elle était encore vivante. Et je me dis, purée, je l'ai eu au téléphone le jour même. En fait, il savait où elle était et il me l'a pas dit. Et en fait, il est vraiment impliqué et ça, je voulais pas le croire. Emmanuel Dobréa donne les noms de 2 complices de l'enlèvement et de la séquestration. L'un est arrêté dans le camp où il vit à Lille, l'autre en train de mendier dans la rue. Le 29 mai, 2 jours donc après le meurtre, la police est informée que Jérôme Tonneau circule dans un utilitaire de location. Il est arrêté à la Madeleine. Au policier qui lui passe les menottes, il avoue l'enlèvement et le meurtre. Il affirme qu'il regrette son geste. Il a même tenté de se suicider en avalant des médicaments. Des boîtes et des plaquettes vides ont effectivement été retrouvées dans le garage où il s'est réfugié après le meurtre. Au fil des heures et des jours suivant la mort de Nathalie, sa famille apprend tous les détails. Quand je parle de la famille, je parle de ses 2 enfants, Florine, bien sûr, et son frère Romain, et puis les frères et sœurs de Nathalie, Nicolas et Peggy. Nathalie, c'est une femme indépendante, sportive, qui aime faire la fête. Elle est divorcée, elle a envie de refaire sa vie. C'était la grande sœur de la fratrie, tous les 3 très complémentaires. Nicolas a quitté la région depuis quelques années pour reprendre un camping en Dordogne, mais ils se retrouvent tous régulièrement pour les fêtes et les vacances dans le nord ou dans le sud-ouest. Quand je vous parle de détails, ce n'est pas la police qui les communique. Non, Florine et Nicolas le soulignent tous les 2. C'est dans la presse, achetée tous les jours, qu'ils découvrent peu à peu le calvaire de Nathalie. À ce moment-là, son corps repose à l'IML de Lille, l'Institut médico-légal. Florine veut absolument voir sa mère. On lui dit non. C'est une fille de caractère. Elle insiste auprès de son père, auprès de son oncle. Au début, on me dit, on peut pas voir son corps. Est-ce que ça te va si on peut voir que sa main ? Donc je m'imagine voir que sa main. Je me dis oui, je vais la reconnaître, je vais peut-être réaliser. L'idée qu'on m'empêche de voir ma mère, c'était horrible. Finalement, il faut impérativement que je ramène un foulard parce que, en fait, sur le coup, je sais même pas trop pourquoi. Elle est sur une table dans une pièce qui semble immense. Elle est habillée, mais elle a un drap blanc au-dessus d'elle. Enfin, et j'ose pas la toucher. Et je me dis, mais c'est pas vraiment elle. Et en fait, si, c'est vraiment elle. Et on y va tous ensemble. Et là, je vois encore une fois ma famille dévastée, quoi. Revenons un peu en arrière. En 2016, Nathalie, cette brune aux yeux bleus, dynamique, le sourire toujours aux lèvres, fait la connaissance de Jérôme Tonneau via une application de rencontre. Lui est chef d'entreprise, gérant d'une blanchisserie et d'une laverie automatique. Il se montre très généreux, dépense sans compter. Elle est séduite par cet homme qui lui offre des cadeaux, des bouquets de fleurs, des voyages à Marrakech. J'étais contente que l'agresseur arrive dans notre vie. Parce que si ça faisait le bonheur de ma mère, c'était OK, quoi. Dans la famille de Bailly, on ne se méfie pas encore. Même si Nicolas le remarque déjà, ils n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs. Lui, l'amour, il l'exprimait par des cadeaux et par des voyages. Pas comme nous, on est dans notre famille, dans le sentimental, dans la convivialité. Nous, ça ne nous parle pas. Passent les premières semaines, le bonheur de retrouver l'amour, la générosité de Jérôme Tonneau. Mais la relation se détériore au fil des mois et Nathalie découvre l'autre visage de son compagnon. On a su très rapidement qu'il avait eu des antécédents judiciaires graves, qu'il avait déjà fait de la prison ferme pour incendie criminel. Donc ça, on le savait. Ma sœur, en fait, s'efforçait de croire le discours que lui présentait par rapport à tout ça. C'est j'ai fait des conneries quand j'étais jeune, j'ai changé, j'ai payé ma dette, je suis un autre homme. Voilà, très bien. Ma sœur dit on a tous droit à une seconde chance. Mais force est de constater que la relation avançant, il y avait des fois des choses qui la mettaient vraiment en difficulté et qui a créé d'ailleurs des ruptures. Elle avait déjà essayé de rompre. Mais toujours très insistant, il revenait à la charge et puis il était très obsessionnel, donc elle repartait dans la relation.
Et en fait, c'était finalement une relation qu'on pourrait qualifier en dents de scie, mais des dents de scie avec une tendance descendante. Et ça a duré 2 ans et demi. La famille se rend compte que Nathalie est de plus en plus fatiguée par cette relation. À l'été 2018, elle prend la décision de quitter Jérôme Tonneau, mais elle n'y arrive pas encore. Elle entame alors une thérapie. Il y a eu vraiment un déclic définitif chez ma sœur, c'est quand la police s'est présentée chez elle et qu'ils ont fouillé toute sa maison, pour une raison qui lui était inconnue. Et donc c'était encore une malversation, une escroquerie qu'il avait tenté de faire. Et là, ma sœur a dit, ça ne peut plus continuer, c'est plus possible, c'en est trop. Quand même, elle soupçonne quand même qu'il y a une forme d'emprise. Elle commence à se documenter, à lire des livres sur les rapports de domination. Enfin voilà, ma sœur était quelqu'un de, comme on l'a vu, de très cultivé, donc elle faisait les choses dans le bon ordre. Et elle prend conscience qu'effectivement, c'est quelqu'un de très dangereux pour elle et qu'elle doit le quitter. La rupture définitive intervient quelques mois plus tard. Nous sommes en février 2019. C'est à ce moment-là que Jérôme Tonneau fait une tentative de suicide. Il est hospitalisé en psychiatrie. Dès que la rupture a été actée et qu'il a bien compris que c'était un point de non-retour, là la violence psychologique s'est transformée en menace de mort et en harcèlement. C'est-à-dire la suivre dans la rue, être en terrasse de la brasserie qui est en permanence en face du travail de ma sœur pour qu'elle le voit quand elle arrive le matin et quand elle repart le soir. En fait, il lui exprimait « je suis là, je serai là tout le temps, je te lâcherai pas ». Soit je l'accompagnais le matin avec ma voiture au travail, genre je vérifiais, on était à 2, des fois j'allais la chercher. Quand il y avait des menaces un peu plus soutenues, ça arrivait que je fasse la route avec elle, mais je pouvais pas le faire tous les jours. Ce harcèlement n'est qu'un début. Un jour, Nathalie appelle la mère de Jérôme Tonneau pour se plaindre de lui. Elle lui a donné beaucoup d'argent. Cette accusation, il ne la supporte pas. Jérôme Tonneau estime au contraire que c'est lui qui a tout donné à Nathalie. C'est lui l'homme généreux de l'histoire. C'est la bascule. Nathalie doit mourir. Il l'avoue au procureur qui l'interroge après son arrestation. « Oui, j'ai peut-être prémédité, mais je veux qu'on entende que je n'avais pas l'intention de la tuer avant le coup de fil avec ma mère. » Autant elle, je pense qu'elle sait que sa vie était menacée. Moi, je pensais qu'il voulait lui faire vivre un enfer, mais je pensais pas qu'il allait aller jusqu'à la tuer. Et on est dans la violence psychologique. Et je le souligne parce que si finalement ma sœur n'avait pas été assassinée, mais qu'au bout d'un moment, elle décidé d'en terminer elle-même, comme ça arrive à beaucoup de femmes, je ne serais pas à ce micro aujourd'hui. Aujourd'hui, les suicides forcés ne sont pas encore comptabilisés dans les féminicides et ils sont bien une conséquence de la violence psychologique. Donc la violence psychologique tue. Donc elle fait des captures écran, elle prend des notes et quand elle a assez d'éléments, elle va voir la police. La police ne fait rien. Donc elle continue à alimenter son dossier et elle y retourne. Et ça a été son chemin de croix et il s'est malheureusement jamais rien passé. Elle pouvait pas mieux faire. Les photos de Pierre Tombal qu'elle recevait, elle les montrait. Elle en était même à enregistrer ses conversations téléphoniques avec ses amis à lui quand eux relayaient les menaces. Ces menaces, ce sont des menaces de mort. Ses amis l'ont même entendu dire « Je vais la tuer, elle ne va pas s'en sortir ». Est-ce que quand d'un côté quelqu'un dit tu sais pas quand mais je vais te tuer, ça arrivera, et que de l'autre côté nos institutions refusent de nous protéger, je me dis qu'est-ce qui nous reste comme solution? Est-ce qu'à un moment on se dit est-ce que la vie vaut encore le coup d'être vécue dans ces conditions-là? Elle me disait tout ça, mais en fait à notre échelle on pouvait pas faire grand-chose de plus. Non, en fait on comptait sur la police nous. Ce que j'ai dit à ma sœur, j'ai dit on va pas rentrer dans un rapport de force, on va pas aller le voir et l'intimider. Enfin, la vie, c'est pas comme ça. La vie, on n'est pas fait de gens qui s'entretuent. On est en danger, on se reporte à la loi, on demande une protection à notre État qui, dans toutes ses missions régaliennes, est censé nous protéger. Nathalie, excédée mais combative, dépose plusieurs mains courantes au commissariat de Lille entre février et mai 2019, et même une plainte pour menace de mort en mars. Mais elle n'est pas prise au sérieux. Il y a une fois où j'étais allée avec elle, j'avais demandé à l'accompagner, j'ai pas pu, je suis restée dans le hall.
Et en sortant, le monsieur qui accompagnait maman a dit « Mais madame, moi je vais l'appeler ce monsieur pour qu'il arrête de vous embêter. » Elle est ressortie en pleurs parce qu'elle était infantilisée alors qu'elle se savait en danger et c'était très dur à vivre. La seule fois où ils acceptent de prendre la plainte et de ne pas saisir une main courante, elle demande une protection. Pas un garde du corps, hein, elle demande juste une patrouille sur une heure bien précise où elle sait qu'il va venir chez elle pour récupérer des affaires. Et la police refuse. Aux policiers, Nathalie confie pourtant les SMS, les photos, les enregistrements même. Elle parle du projet de Jérôme Tonneau de la mettre dans un coffre. Tout cela n'alerte pas les policiers qui la reçoivent. Et pourtant, ce qu'elle décrit, c'est bien ce qui va lui arriver. Et on découvre effectivement le scénario machiavélique. Et après, on a découvert la préméditation. Il y a les repérages dans le parking, la location de véhicules, l'achat du taser, les nouvelles lignes téléphoniques pour ne pas être retrouvées, les achats en espèces pour ne pas laisser de traces. Jérôme Tonneau a vraiment bien préparé sa vengeance. Ça a été démontré au moment du procès, tout comme l'absence de réaction de la police. Nathalie Debailly a donc déposé 3 mains courantes et une plainte. Les policiers ont bien retranscrit que Jérôme Tonneau voulait la buter, qu'il était imprévisible, mais en conclusion de leur procès verbal, dans la case importance de la plainte, ils ont indiqué néant. Nous avisons la victime de faire appel à nos services dès qu'elle le jugera nécessaire. Glaçant. L'avocate générale se lève. On vous doit des excuses, monsieur. On a mal apprécié le danger et la menace qui pesait sur votre sœur et la détermination de celui qui est assis dans le box. Est-ce que ces excuses, vous les avez acceptées ? C'était au moment de mon témoignage que c'est arrivé. Bien sûr que je l'ai pris. C'était la première fois que un représentant de nos institutions s'excusait auprès de nous, et ça, c'est pas rien, humainement. Et puis c'est aussi... pour moi, un début d'aveu de responsabilité de l'État. Ce qui est difficile dans notre combat, c'est que ma sœur a été victime d'un crime atroce. Ce qui nous intéresse, c'est comment on a pu en arriver là. Elle est morte alors qu'elle aurait dû être sauvée. Et donc nous, le sens de notre combat, c'est ce combat institutionnel. L'avocate de la famille a assigné l'État en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris pour dénoncer ces dysfonctionnements. À ce sujet, j'interroge le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en 2022, dans le studio d'Ici Nord. Il annonce, 3 ans après les faits, des mesures pour la prise en charge des victimes de violences conjugales. Il y a eu des sanctions pour le policier qui a pris la plainte, et des sanctions aussi pour le chef du policier, pour la commandante de l'époque. Donc il y a eu une enquête administrative. Ce qui est certain, c'est que les dysfonctionnements ont aussi fait naître, et c'est sans doute le plus important, un changement dans l'organisation du service. Toute personne qui vient dans un commissariat et qui évoque des violences conjugales ou des violences sexuelles, on transforme, si jamais elle souhaite faire une main courante, cela en plainte, et si elle ne veut pas signer la plainte, en signalement directement au parquet. Lors d'un procès, il y a toujours le moment où l'on s'interroge sur la personnalité des accusés et leur santé mentale. Dans le cas de Jérôme Tonneau, le passé est lourd. Il a des antécédents psychiatriques. On en apprend un peu plus sur son enfance. Son père et sa sœur sont morts dans leur voiture, percutés par un train. Alors qu'il était adolescent, il est le seul rescapé de l'accident. Sa mère a compensé l'absence en lui achetant tout ce qu'il souhaitait. L'argent remplace alors l'affection. Désormais, il achètera ses amitiés et ses amours par peur de l'abandon. Cette faille a été soulignée par son avocat, maître Jean-Philippe Broyard, lors du procès. Entre février et avant le passage à l'acte, il a ce comportement où tout le monde s'éloigne de lui. Donc il n'a plus rien. Il n'a plus de quoi acheter l'amitié ou l'amour. Plus d'argent pour briller, exister, socialement parlant. Ouais, il n'y a plus rien qui le contient en fin de compte. Et c'est pour ça que toutes ces failles ressortent en puissance 10. Je n'ai plus de quoi racheter des amis ou essayer d'exister socialement. Vous voyez, que des gens s'intéressent à moi. Donc il n'a plus rien. Il n'a plus que des bras droits qui vont exécuter ses idées à la con. Dans les 15 ans qui précèdent le passage à l'acte, il y a 15 années de suivi psychiatrique. Maître Jean-Philippe Broyard. Avec un médecin psychiatre qui, de mémoire, au mois d'avril, donc un mois avant les faits, vient dire qu'il y a des risques hétéro- et auto-agressifs de Jérôme Tonneau, qu'il met en place un plan de vengeance, que ça devient inquiétant et qui double les doses d'antidépresseurs neuroleptiques. Mais on a un psychiatre qui le met noir sur blanc dans son dossier, et c'est pas pour autant qu'il l'hospitalise. Moi, je pense qu'on a un psychiatre
et qui sait qu'il a dans les mains une bombe et à part lui foutre des cachetons, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Le 5 juillet 2024, Jérôme Tonneau est condamné à 30 ans de réclusion, dont 20 ans incompressibles, ses complices à 16 et 20 ans. La justice retient la préméditation. Jérôme Tonneau n'a pas fait appel du verdict. Il ne pourra pas sortir de prison avant 2039. Il aura alors 75 ans. Aujourd'hui, Nicolas et Florine essaient de se reconstruire. Nicolas poursuit le combat pour faire reconnaître les manquements de la police et obtenir réparation de la part de l'État. Florine vit toujours avec son compagnon. Elle a tenu à reprendre le nom de sa maman. Elle tient à ce qu'on l'appelle Florine de Bailly. La jeune femme veut aujourd'hui aider d'autres femmes à connaître leurs droits, à se défendre face au harcèlement. Elle n'en a pas encore la force. En attendant, il y a un enfant à élever et à protéger. Florine était enceinte au moment du procès. Maintenant, je ne suis plus la petite fille qui a perdu sa maman, mais je suis aussi la petite fille qui est devenue maman. Et j'ai beaucoup pleuré quand mon bébé est né parce que je me suis rendu compte, encore une fois, qu'elle ne connaîtrait jamais ma maman et inversement. Ça a été très très dur, mais je revis vraiment en tant que maman. C'est quelque chose de chaleureux d'imaginer que j'ai une fille et que je pourrais avoir une jolie relation comme moi j'ai eu avec ma maman. Et je lui expliquerai un jour, mais pour l'instant, elle est petite et donc je me consacre vraiment juste à elle et moi, mais un jour elle saura aussi l'histoire de sa grand-mère. C'était l'affaire Nathalie de Bailly, tuée malgré des appels au secours. Mixage, Cécile Manoa. Production, Christine Simeone Giocanti. Studio de création ici. Pour écouter d'autres épisodes de Crimes et témoignages, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.